Bonjour tout le monde, mon nom c'est Maria-Eugénie Longo, je suis professeure à l'INRS et co-titulaire avec Natacha Blanchet-Cohen de la chaire Réseau de recherche sur la jeunesse du Québec. Clairement, je voudrais inviter Karine, Adam, Magali et Gabriel, nos panélistes de la troisième question, à activer leur caméra. Ce troisième panel relève aussi du même défi que les précédents, de demander, de vous imposer une grande question. Je pense que vous voyez la question. De relever l'importante question en 7 minutes, d'essayer de la répondre. Nous voudrions commencer par Magali, tout en vous rappelant, on vous offre 7 minutes en imaginant qu'on peut par la suite, à la fin, de répondre et de laisser interagir un peu le public avec vous. Donc, Magali, je te passe la parole. Alors, moi, c'est Magali Quetal-Marino. Alors, je suis géographe de formation et professeure à l'INRS. En fait, aujourd'hui, je vous présente brièvement un projet qui en est en fait à ses premières étapes, premier balbutiement là, avec les jeunes Inuits du Nunavik. Le projet s'intitule Social Maps and Youth Engagement, donc cartographie et engagement des jeunes. Et on s'intéresse au regard, en fait, que posent les jeunes Inuits sur leurs expériences de travail, mais aussi sur leurs aspirations professionnelles à partir d'ateliers de cartographie sociale. Puis ici, la cartographie est vraiment utilisée comme un moyen pour documenter et comprendre la réalité sociale, mais aussi la force et la résilience des jeunes. Donc, on a fait un premier atelier exploratoire en février 2020 où on a débuté la création en fait de cartes qui illustrent plusieurs facettes et les parcours d'engagement en fait des jeunes en emploi, en territoire, mais aussi plus largement dans leur communauté, donc différentes formes d'engagement. C'est vraiment important pour nous, en fait, de ne pas regarder seulement la question de l'emploi salarié, mais vraiment de documenter toutes les formes d'engagement des jeunes qui contribuent au développement de leur communauté. Particulièrement, on s'intéresse à la place qu'occupe le territoire et les activités liées au territoire dans les parcours professionnels des jeunes. Donc, on a cherché à répondre aux questions suivantes et on va continuer à chercher à y répondre. Comment les jeunes s'engagent, donc de quelle façon, où ils le font, donc dans quel secteur d'activité, par exemple, ils s'engagent, pour qui, avec qui et à quel moment dans leur vie. Comment on a fait ça? En fait, l'idée, en fait, au départ, c'était de créer des espaces sécuritaires de partage où les jeunes peuvent se réunir et discuter de leurs expériences et aussi de leurs aspirations. Par exemple, ils étaient invités à débuter une carte qui illustre les différentes activités auxquelles ils participent actuellement. Et là, c'était très large, ça incluait l'école, à la maison, à leur maison de jeunes s'ils la fréquentaient, des sorties en territoire qu'ils font avec leur famille, leurs amis, responsabilités familiales, mais aussi s'ils ont un emploi, s'ils participent à différents comités, comités jeunesse ou groupes auxquels ils participent, ainsi de suite. Donc, toutes les activités et les engagements qu'ils ont pris. Et donc, ils ont dessiné ces différentes activités auxquelles ils se rattachent. Ça ne paraît pas toujours comme ça, mais on s'est vite rendu compte que les jeunes, en fait, cumulent beaucoup de responsabilités dans vraiment beaucoup de secteurs d'activité. Puis après, en fait, avoir illustré leurs expériences actuelles, on leur demandait aussi de dessiner ou d'illustrer celles qui étaient passées, mais relativement récentes. Puis encore une fois, les cartes des jeunes se sont remplies. Donc, on voit un peu comme un arbre de plus en plus touffu que les jeunes ont de multiples expériences qui touchent à toutes les facettes de leur vie et de leur communauté. Donc, c'est vraiment pas dans une seule direction, là, ça touchait vraiment tous les aspects. Ensuite, ce qui est vraiment intéressant dans cette représentation en fait, des expériences des jeunes, c'est de voir avec qui
pour qui et avec qui ils font ces activités-là, en fait. Puis, ils ont tracé toutes sortes de catégories pour regrouper ces activités-là. Donc, par exemple, la famille, les amis, les collègues. Et très intéressant qu'on a constaté, c'est que dans la plupart, ils ont voulu illustrer le territoire comme une catégorie à part. Donc, leur territoire comme un espace central de leur engagement, un espace qui recoupe souvent les autres catégories, c'est-à-dire que le territoire, c'est le moteur de beaucoup d'activités en famille, entre amis, et que souvent l'engagement, même en emploi, était motivé par l'accès au territoire ou aux activités en territoire, donc de chasse, de pêche, cueillette et autres. Comme je le disais au début, on est vraiment là au tout début du projet, puis avec la pandémie, donc notre première rencontre était en février 2020, juste après tout a fermé avec la pandémie. Donc, on est en pause là-dessus. Mais j'aimerais ça conclure mes 7 petites minutes, en fait, en faisant un commentaire sur la question de l'employabilité, qui est le thème du séminaire. Parce qu'en fait, on se rend compte que depuis le tournant du 21e siècle, les gouvernements à la fois québécois, fédéraux, mais même au Nunavik, ont beaucoup misé sur l'employabilité des Inuits afin de développer le Nord. Puis on pense au secteur, par exemple, de la construction, des mines, le plan Nord et d'autres initiatives comme ça. On assiste en fait à cette multiplication des politiques publiques et des initiatives qui vont dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, il nous apparaît en fait qu'il y a 2 données qui sont absentes de ces politiques-là, puis 2 données qui apparaissent importantes pour nous. La première, c'est la question des jeunes, en fait. Il n'y a pas de politique spécifiquement qui vise spécifiquement ce groupe-là en tant que groupe ayant des aspirations distinctes. On a plein de trucs qui touchent à l'éducation, mais pas spécifiquement à la question de l'emploi. Or, on s'est rendu compte déjà dans les discussions préliminaires que les jeunes ont 1000 questions par rapport à leurs possibilités d'emploi futur. Entre autres, dans les consultations qu'ils ont menées au Nunavik, ils ont mentionné que parmi les enjeux importants pour eux, l'emploi inuit était central pour eux dans la question du développement de leur territoire. Même plus important, ils ont identifié l'emploi comme une question de justice sociale. C'est-à-dire que pour que les Inuits en fait, devraient occuper tous les postes de direction, d'avocats et cesser d'être confinés aux emplois périphériques de l'économie. Donc, l'emploi est vraiment, c'est vraiment une question qui était très politique en quelque sorte, puis les jeunes devraient être au cœur de cette réappropriation-là de leurs institutions. Et ça sort déjà dans les discussions préliminaires qui ont été menées. Le deuxième élément qui nous apparaît important, en fait, et qui est absent là, à ce jour des politiques publiques en termes d'employabilité, c'est la question du territoire. Donc, comme je le disais, il y a plusieurs jeunes qui ont mentionné dans notre premier atelier que le territoire était souvent au cœur de l'engagement des jeunes et au cœur de leurs aspirations. Puis il nous semble que déjà à cette étape préliminaire du projet, qu'une politique d'employabilité au Nunavik devrait obligatoirement tenir compte de cette participation aux activités en territoire des jeunes et des moins jeunes aussi. Et sans quoi on passe à côté, en fait, d'un élément central du tissu social du Nunavik. Puis en quelque sorte, on pense qu'il faut faire rimer la question de l'emploi avec la question du territoire si on vise une démarche de développement social. Je m'arrête ici parce qu'on est juste au début du projet, là, mais je suis super heureuse de répondre à d'autres questions, des commentaires ou des suggestions que vous aurez. Merci. Donc, merci beaucoup Magali. Tu mets la table déjà à comment réfléchir ensemble dans les 2 extrêmes, les plans, les aspirations de jeunes autochtones. Donc, merci beaucoup.
Donc, je vais passer la parole maintenant à Karine Awashish, donc qui est originaire de Obed-Chiwan, donc la nation Atikamekw, et cumulant plus de 15 ans en fait, d'expérience en développement socio-économique et culturel. Elle a cofondé la coopérative Nitaskinan en 2015. Elle est actuellement doctorante en sociologie à l'Université de Laval et ses intérêts de recherche, ils ne sont pas passés seulement par l'action, mais aussi par une thèse de doctorat autour de la coopération, la transformation sociale et la contribution des savoirs autochtones dans les sciences. Donc, je te passe la parole, Karine, pour ta présentation. Mistaméguetch, j'aimerais dans notre Batican. Merci à tous et de l'invitation et à tous ces partages de projets vraiment intéressants depuis le début de ce séminaire. Donc, bon, je démarre mon 7 minutes. Là. Écoutez, en 7 minutes, comment résumer, mon Dieu, toute une perspective, une approche que, dans le fond, je vais essayer de vous partager un petit point de vue, mais on pourrait en parler plus longuement. Mais surtout cette perspective-là qui me tient beaucoup à cœur, qui est la coopération en général, là, particulièrement comment est-ce que la coopération autochtone s'exprime, et aussi qui s'étend là, dans diverses organisations, dont le modèle coopératif là, que nous, on tend aussi à modeler à Coop Nitaskinan. Mais pourquoi j'avais le goût de vous partager ça? Parce que dans les intentions souvent qu'on a ou que j'ai personnellement dans les différentes initiatives que j'ai mis en place, dont le Startup Nation, par exemple, ou un projet dans lequel je suis très impliquée, qui est Tapiscoan, Nord-Atikamekw. C'était surtout l'idée oui, des objectifs, oui, on veut l'empowerment des jeunes, on veut le mieux-être, bien entendu, mais quand on modèle ces initiatives-là, on crée un climat favorable à ce qu'on peut voir émerger l'aspiration des jeunes et qui puissent prendre leur place. Il y a une approche derrière. Puis, c'est un peu ça que j'avais le goût de vous partager ce matin. Puis, cette approche-là, c'est lié à la coopération, au travail ensemble. Mais ça suppose aussi tout un transfert, hein, une espèce de, tu sais, si on part d'une vision autochtone, la transmission est un élément extrêmement important, mais ça fait partie aussi des pratiques traditionnelles, tu sais, dans la coopération autochtone, à la base, lorsque c'était des noyaux familiales hein, qui étaient regroupés sur des territoires familiales traditionnels et la structure traditionnelle des sociétés autochtones basait surtout sur cette coopération familiale qui existait et de là a émergé toutes les valeurs, oui, les valeurs humaines, les façons de faire, mais en coopération. Et en harmonie avec la nature. Tu sais, on n'a pas inventé ce que c'était la coopération. On l'a vu au travers notre vécu, notre savoir qui s'est développé au sein des territoires, au sein de la nature. Oui, c'est vrai, il y a le principe de compétition en nature. Oui, il y a ça, mais tu sais, les études, en tout cas les informations nous disent que c'est la coopération qui est le meilleur outil pour survivre et non la compétition. Donc, dans cet esprit-là, la coopération nous enseigne, la coopération traditionnelle nous enseigne des façons et comment ça, on l'actualise dans un contexte moderne? Comment on l'actualise dans une entreprise? Comment on actualise ça dans nos façons de faire et nos savoir-faire aussi, et dans le savoir au sens large. Dans cette perspective-là, je ne rentrerai pas dans la mécanique là, de l'entrepreneuriat ou de la gestion sur le modèle de la coop, mais l'esprit de la coopération sous-tend des valeurs, un système de valeurs
qui nous a été guidé, inspiré par la nature, qui a été intégré dans notre identité, notre vision des premiers autochtones. Et c'est ces valeurs-là qui nous guident. Dans ma pratique, j'aime beaucoup utiliser la roue de médecine comme guide, comme je vais m'ancrer dans une approche spirituelle en me basant sur ce système des valeurs-là. J'use des émotions parce que c'est un moteur puissant de transformation, hein, d'engagement, hein, les émotions. À l'inverse, quand elles sont négatives, ça peut être ça peut bifurquer ailleurs, mais utilisons les émotions hein, dans ce moteur d'engagement, d'aspiration, pour ensuite créer, pas imaginer, mais être ingénieur, organisé, planifié, où là, l'intellectuel est mis à profit pour qu'après, tout ça soit mis en action. Et toute cette dynamique-là d'interdépendance entre chaque dimension est, je pense, un autre élément important que je trouve important d'intégrer dans cette grande approche-là de coopération entre personnes. Hein, chacun notre trou de médecine, mais on peut quand même partager, avoir une résonance entre les individus avec notre environnement en prenant conscience de tous ces éléments-là des dimensions d'une personne qu'on représente souvent avec la roue de médecine. Dans un d'aspect physique, l'éducation, la transmission, une des actions, c'est ça. Donc, quand on est dans une approche de transmission, c'est aussi, oui, des enseignements, des savoirs, oui, des émotions qu'on partage, mais aussi des valeurs. Les valeurs, moi, je le mets dans l'air du sacré, tu sais, dans le fond, la bienveillance. La coopération, je la mets là-dedans aussi, mais où on peut rêver, où toute la création aussi, je le mets dans l'ordre du spirituel. Comment ça nous anime, ça nous ancre, ça nous guide dans notre façon de faire, dans les approches qu'on a, puis dans le climat qu'on veut créer en collectif. Et peut-être pour terminer, le temps avance vite. Je travaille sur un projet d'illustration, bon, sans dire BD. J'avais le goût de vous partager parce que je pense que ça va faire un beau résumé de ce que je disais dans ces dernières minutes que je vous ai partagées. Puis en grande primeur, c'est comme un teaser que je vous offre à tous. Oups, c'est mon minuteur qui vient d'arrêter. Alors, c'est un projet BD, en fait, c'est l'idée de l'éducation. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Dans mon projet de doctorat, c'est un élément que je vais aller, que je désire pousser beaucoup. Puis, c'est cette idée de transmission-là. Puis, un peu, la BD, elle se veut un peu dans cette optique. Puis, je m'inspire beaucoup du buen vivir. Hein? Le piment diwin, c'est un peu la traduction de la notion du buen vivir et où la culture et la nature est liée et non séparée. Souvent, comme a été promu dans une vision occidentale où la nature, on devait la dominer et non. Ici, c'est les deux vont ensemble. Puis, je représente un petit noyau familial. Ça part de là où l'échange dans la famille, c'est notre premier système de coopération. Donc, c'est que j'ai désiré présenter à partant de ça comme un peu ce que ça peut, comment on peut imager ou on peut exprimer la coopération dans une vision autochtone. Donc, ça devrait sortir cet automne. Donc, ça se veut être un outil de dialogue, un outil de transmission intergénérationnelle aussi sur ce sujet-là. Donc, Miigwech. Merci beaucoup, Karine. Tu commences aussi à répondre à la question en montrant qu'on peut faire des liens très performants entre les principes, sa culture et la production économique. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Merci Magali et Karine pour respecter de manière précieuse le temps. C'est très, très apprécié.
Donc, je vais passer maintenant la parole à Adam Jourdan. Donc, je lui ai demandé de me dire comment il voulait être présenté. Il m'a encouragé à le présenter comme anciennement joueur de ski à Rouyn-Noranda de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Bachelier en administration des affaires et Adam est directeur général en fait de la Corporation de développement économique mécanique de Witomachi. Donc, Adam est un Innu très impliqué dans différentes sphères qui touchent les enjeux autochtones. Donc, je mérite de passer la parole et laisser place à ta présentation. Gusto mo i-check nung nagahagan kinin chiji imidogot chiji wawitman kinin tande wadadean ma tande watman tande inot chededet dans un avenir rapproché. Bonjour à tous. Comme vous pouvez constater, je parle encore ma langue maternelle qui est l'Innu. Merci Maria, merci de m'avoir invité. Quand j'ai lu la question, je ne voulais pas centraliser ma présentation vers moi-même, mais quand tu lis la question, comment les aspirations professionnelles et personnelles des jeunes peuvent mieux s'arrimer avec, avec le travail, je pense que je peux être un bon exemple pour les gens, quel impact qu'on peut avoir. Comme Maria me disait, je suis un ancien joueur de la Ligue junior majeure du Québec. Je pensais jouer dans la Ligue nationale un jour, mais malheureusement, j'avais un très bon plan B. J'ai toujours été très bon à l'école. Fait que moi, je suis fils de 2 entrepreneurs. Mon père était un entrepreneur en génie civil. Ma mère, elle avait un restaurant, puis elle a fait de la comptabilité. Fait que j'ai décidé de m'en aller en administration des affaires, que j'ai été à l'Université Laval à Québec. J'ai fini en 2014. Puis 2014, pour moi, était une année assez particulière. J'ai connu ma conjointe, ma femme aujourd'hui. Je suis père de 3 enfants également. Et cette belle rencontre dans ma vie, la plus belle rencontre, je dirais, m'a amené vers Ouémontachi. En 2014, dans ma communauté, il y avait la crise du fer. Fait que j'ai la crise du fer qui a impacté là, tous les revenus autonomes de ma communauté. Alors, j'avais envoyé mon CV, mon diplôme dans ma communauté natale. Et les choses, j'ai été très triste de ça, mais il n'y avait pas d'emploi pour moi. Mais j'avais connu ma femme. Fait que ça a bien donné que Pierre Ouémontachi, il recherchait de la ressource. Et mon aventure commence là, en fin de compte. Une des plus belles dans ma vie aussi, c'est que j'ai décidé d'appliquer comme directeur adjoint au développement économique ici de la communauté de Ouémontachi. Et 3 mois plus tard, on me nommait comme directeur général. Juste un peu situé au Ouémontachi, on se retrouve à 115 km de Latuc. C'est quand même un endroit que je trouve isolé. Les termes gouvernementaux disent que ce n'est pas une communauté isolée, mais la situation économique, c'est une communauté qui est quand même assez isolée des grands centres et des opportunités économiques. Quand je me suis assis la première journée comme directeur général de la corporation économique ici, on avait seulement 200 000 $ de projet. Le Conseil des Atikamekw était presque en tutelle. Et ça représentait tout un défi. Puis j'avais 26 ans dans ce temps-là, je venais de finir l'école. J'ai pogné un poste qui aurait pu m'effrayer. Tu sais, j'aurais pu avoir peur d'occuper ce poste-là, mais je crois que la détermination que j'ai, la vision qu'on a ici à la corporation, la vision du conseil, c'était d'améliorer la situation socio-économique de la communauté. Et on a travaillé dans ce sens-là. Et aujourd'hui, la communauté se retrouve à une très belle situation économique. Aujourd'hui, officiellement, la communauté de Ouémontachi a 186 millions de dollars de projets socio-économiques, qui est un bond assez majeur, je dirais, pour les membres d'ici. Puis surtout aussi de donner espoir aux jeunes qu'il faut avoir une vision qui est quand même assez à long terme. Il faut avoir des bonnes ressources. Puis également aussi, c'est important d'avoir des partenariats, que ce soit des partenariats autochtones ou allochtones. Je pense sincèrement qu'on peut cohabiter ensemble, qu'on peut utiliser les ressources ensemble. Puis je pense que c'est dans cette vision-là que nous, on veut des projets
qui touche nos ressources naturelles. On veut également aussi participer à la croissance économique du Québec et du Canada. Et tout récemment, il y a plusieurs articles qui sont sortis, dont dans Le Devoir, qui parle du plan de relance économique, qui est très ambitieux. C'est 186 millions de dollars de projets et 144 emplois permanents dans la communauté de Wemotaci. C'est un plan qui est très ambitieux, mais on croit qu'on va être capable d'y arriver parce qu'on est tellement structuré, on a tellement pris du galon au courant des dernières années qu'on peut se permettre de rêver. Puis je pense que c'est avec les rêves qu'on peut atteindre certains objectifs. Si on ne rêve pas, on reste le statu quo. Puis Maria, elle dit souvent, j'y ai dit, c'est que ceux qui veulent changer le monde, le monde appartient à ceux qui veulent changer le monde. Puis je pense que je suis un peu une de ces personnes-là. Le statu quo n'est plus acceptable dans les communautés autochtones. Karine l'a bien démontré, la coopération, c'est très important. Puis je pense que ce n'est pas de faire la guerre qui est important. Au contraire, c'est de travailler en symbiose ensemble, puis d'avancer en tant que société très inclusive. Est-ce que le Québec est encore inclusif? Il reste beaucoup de choses à faire encore. Il faut être très honnête ensemble. Il reste beaucoup de choses à regarder. Mais je crois qu'éventuellement, je pense que ma génération, la génération qui est également aussi après la mienne, sont très soucieux de participer à l'économie, qui est verte aussi. Ce n'est pas facile encore aujourd'hui. La transition énergétique estime encore qu'on d'ici une cinquantaine d'années, mais il faut innover, il faut être prêt à faire des sacrifices aussi, tant au niveau des Allochtones que chez les Autochtones. Mais nous, on croit que l'inclusion des peuples autochtones dans le marché du travail, c'est faisable. Comme je l'ai dit, je l'ai dit en question, c'est quand on regarde les programmes gouvernementaux qui sont donnés pour les immigrants qui arrivent au Canada, des emplois, de trouver des places où rester, c'est des beaux programmes. Mais ce que je trouve étrange, c'est que ces programmes-là ne sont pas pour les Premières Nations aussi. Pourquoi pas aussi d'inclure les Premières Nations dans des programmes aussi belles que les immigrants? Je ne suis pas contre, là, je veux juste être clair, je ne suis pas contre ces programmes-là. Au contraire, je pense que pour l'économie canadienne et québécoise, ça prend des immigrants pour travailler ici. Mais on aimerait ça aussi avoir cette chance-là de prouver qu'on a notre place dans l'économie québécoise et canadienne. Puis je crois que, du moins, on l'a démontré à Wemotaci, nous sommes prêts à prendre notre place, nous sommes prêts à avoir plus de responsabilités dans l'économie qui est là-dessus. Puis c'est important pour les Autochtones aussi que la ressource naturelle, on a toujours appris de la respecter, que nous sommes les gardiens de cette ressource-là. Puis pour nous aussi, c'est important de l'exploiter. Pas seulement recevoir des petits montants X, Y, Z. Nous, on veut participer à cette économie-là. On veut être fiers en fin de compte, aussi d'exploiter la ressource naturelle qui est sur le territoire ancestral de plusieurs communautés au Québec. Je ne sais pas s'il y a une parcelle qui appartient pas aux Autochtones, mais de ce que je comprends, ça appartient un peu tous aux Autochtones. Mais je crois qu'une collaboration entre les Autochtones et les Allochtones, on n'a pas le choix de passer par là pour justement avoir une économie forte ensemble, une économie qui est inclusive. Puis je pense que c'est l'avenir pour nous dans le développement économique, puis également aussi chez nos amis, les Québécois et Canadiens. Merci beaucoup, Adam. C'est sûr qu'on s'emballe et on veut rester et être ambitieux comme toi. C'est ça qui transparaît. Et je pense que ramener l'ambition, le rôle dans une échelle large et sociétale et pas seulement au niveau des individus, dans ce qui peuvent faire les aspirations des jeunes autochtones sur le marché du travail, très important, que ce soit la coopération, que ce soit sauter vers les grands plans dont elle parlait Magali ou que ce soit même parler de ton parcours. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage et ce partage. Donc, j'aimerais passer la parole en dernier à Gabrielle Vachon-Laurent. Donc, Gabrielle est une jeune femme inoue de la communauté de Pessamit. Elle est fière d'être mère d'un garçon de 5 ans. Nous avons un panel de parents qui sont fiers de l'être et qui les mentionnent. Donc, je ne vais pas mentionner pour Magali, mais aussi, il y a beaucoup de petites filles à la maison.
Donc, Gabrielle, elle est agente culturelle du Centre Amitié Autochtone de Trois-Rivières. Elle organise une des plus grandes initiatives, la Grande Marche pacifique de Justice pour Choice, qui rassemblera plus de 3000 personnes. Et elle est diplômée depuis 2016 en sciences humaines, profil Première Nation au Collège CUNA. Donc, Gabrielle, je te passe la parole pour ton partage et ta présentation. Yotomechik, Gabriel Dangan, Pesamijo, Namstumladen, Zahadwadish, Makenil, Natamna Beleditan, qui est notre idlosi, Tanti not dish, Mactanti not eshket, et on est un double de Mogam Ardanti, Suet, eshket, Mastabdanti, Situando Wasset, et on a tout abonnement, Timian dish. Je tiens toujours à me présenter en ma langue maternelle, puis surtout dire que oui, moi je crois toujours. J'ai étudié dans l'histoire des Premières Nations. C'est là que j'ai finalement forgé mon identité. Puis surtout, maintenant, je m'inclus dans toutes les organisations possibles que je peux. Puis les gens me demandent comment tu fais pour t'impliquer autant malgré le peu de temps qui te reste après l'heure des heures de travail. Puis entre autres, il y avait dans ma bio qu'on a oublié de mentionner, mais c'est pas grave, je vais le faire. Je suis aussi dans un projet qui s'appelle Eshket Inuit, qui rassemble 5 communautés de la nation auquel je représente. Puis on a réussi à faire un dialogue entre la jeunesse, les aînés, puis les représentants politiques de nos communautés. Puis finalement, on a vu que de chaque côté, il y avait une crainte de se parler franchement sur les choses, les enjeux surtout qui représentaient, puis qui étaient menés par le conseil de vente de nos communautés. Puis entre autres, j'ai l'occasion en même temps en milieu urbain de représenter la jeunesse via mon travail, puis surtout dans les engagements auxquels je participe. Moi, je voulais juste vous présenter quelque chose parce que ça va comme me faire un petit retour sur ce que je veux parler aujourd'hui. Bon, j'ai fait très cute, là. Je l'ai dit à Dan tantôt, il faut que je présente quelque chose moi aussi. Fait que ça fait quelques photos de, je pense, mes meilleurs engagements que j'ai eu durant ma vie professionnelle. La première photo à votre gauche, c'est ma participation aux Jeux interbandes Première Nation au Québec, là. Puis en fait, ça, on me l'a demandé à 3 jours avant l'événement. Fait que ça, c'était une fierté pour moi d'accepter ce défi-là. Puis surtout de reprendre au vol, en fait, un projet qui était supposé déjà d'être prêt depuis quelques mois. Fait que j'étais vraiment contente d'avoir fait en sorte que cet événement soit un succès, mais surtout avec beaucoup d'embûches, mais rigolotes. C'était pas méchant, mais c'était drôle, là. Adam vous en dira un morceau si vous voulez. Puis entre autres, je présente aussi une photo de la marche. Puis cette photo-là m'a comme éveillée que j'étais une jeune qui était capable d'avoir une certaine sagesse comme les aînés, mettons. C'est ça qu'on m'a raconté le plus comme retour de commentaires. C'était que finalement, les jeunes peuvent faire des choses grandes, puis peuvent créer un impact auprès de leur communauté, que ce soit en milieu urbain, puis dans la communauté, parce qu'on a réuni des gens même qui venaient de Matimekouche-Lac-John, qui ont fait 3 jours de transport pour venir nous voir. Fait que je pense que c'était pour moi important de montrer la beauté de la culture autochtone en milieu urbain, puis surtout de montrer qu'on est capable de faire des choses pacifiques. Puis on voulait pousser le mot sur une manifestation, pas manifestation, la grande marche pacifique, parce que ça démontre beaucoup, je pense, l'identité dans les communautés, c'est comme disait Karine, la coopération, l'entraide, la solidarité. Puis on n'est pas là pour se battre, mais maintenant, on est là pour, je pense, représenter les droits qui nous reviennent finalement, puis qu'on a le droit de représenter nous-mêmes, de parler pour nous, puis de faire des actions pour nous-mêmes aussi, puis pas seulement avoir une petite place quand vient le temps de représenter les Autochtones. Puis là, il y a mon grand ami Sibi avec qui j'ai collaboré avec des communautés de Manoan. Puis ça faisait longtemps qu'on attendait ces collaborations-là avec les communautés puis le milieu urbain. On sait que ça n'a pas toujours été facile, mais comme disait Adam, je pense que le dialogue, c'est toujours le cœur des meilleures actions faites par les Premières Nations au travers du Québec. Puis en tant qu'agente culturelle du Centre d'amitié autochtone, en fait,
mon travail à moi, c'est de faire en sorte que les projets qu'on ait sont culturellement pertinents puis sécurisants. Puis ça, je veux pousser sur ces deux termes-là. Parce que nous, les jeunes, on est capable de montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire, mais il faut avoir une certaine confiance en nous. Puis je pense que c'est après toutes ces recherches que je vous ai écoutées depuis ce matin, je pense que c'est ça qu'on néglige le plus souvent, c'est que oui, il y a des certaines éducations à avoir, une certaine, je pense surtout compétences ou expérience, mais moi, je ne l'ai pas eu facile dans les dernières années, puis surtout quand il venait le temps, moi, je suis capable de le faire, faites-moi confiance, je vais faire en sorte que vos attentes soient plus que ce que vous attendiez de moi, puis ça prend du temps. Puis il a fallu que je m'implique dans beaucoup de forums, puis que je me montre finalement une certaine identité professionnelle, moi j'appelle ça de même, imprégnée du savoir-être des Premières Nations, puis du savoir-faire surtout. Puis souvent, moi, comment j'ai forgé en plus cette identité-là, c'est des échanges avec des événements collaboratifs avec Karine Awashish, Adam, on a déjà travaillé ensemble. Sibi, on a rentré dans le réseau jeunesse ensemble, puis je pense que le réseautage, c'est la clé du succès. Entre nous, souvent, on se demande, moi, si un côté politique, un questionnement, je vais le demander à Sibi parce que je sais qu'il connaît ça, il a étudié là-dedans. Si j'ai besoin de faire en sorte d'avoir un projet économique, je vais aller vers Karine, et je pense que c'est ça qu'on oublie, c'est qu'on a quand même une grande solidarité auprès de la jeunesse, puis quand on se pose des questions, ben on se répond franchement, puis on est capable de dire, nous, comment ça a été difficile d'avoir cet emploi-là, cette formation-là. J'ai trouvé ça vraiment difficile parce que ça ne convenait pas. Je pense à mes besoins, à comment moi je vois la vie je pense que c'est plus, on parlait de la road médecine, ben on travaille au centre comme ça. On travaille en interdépendance de chaque secteur d'activité. Puis quand les gens viennent chez nous au centre d'amitié, ils viennent comme s'ils rentraient dans une maison chez une Première Nation. Tu enlèves tes souliers, tu te fais un café, puis on jase, on fait ce que tu veux, quand tu le veux, puis comment tu le veux aussi. Puis c'est de là qu'on a vu les plus grands projets d'un membre. En fait, moi, je veux toujours parler de celui-là qui est un de mes préférés, c'est mon beau-frère Jean-Baptiste Birotté. Cette personne-là a été atteinte gravement d'une maladie. Puis à un moment donné, on ne pensait plus finalement, on ne savait même pas de ce que ça venait. Il a fait sa formation, il est en train de finir son DS, puis il est maintenant dans un micro-programme universitaire en même temps de finir son secondaire. Puis en plus de ça, il a fait Startup Nation, le programme que Karine a fondé. Il veut développer avec moi, en fait, une maison de centre d'hébergement pour les patients autochtones venant en milieu urbain. Puis je pense que c'est d'une initiative comme ça qu'il faut avoir confiance. Ils n'ont pas l'expérience peut-être, mais je pense que ça peut donner les meilleurs résultats possibles auprès des Premières Nations en milieu urbain. Mais en communauté aussi, c'était d'autant plus important. Puis je terminerai là-dessus. En fait, je vous remercie de me donner la parole. Puis moi, j'aime pas ça les mots à 100 pièces, là. Fait que moi, j'étais comme, je vais rester simple, je vais parler de qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que j'ai vu, entendu. Mais j'ai quand même compris ce que vous avez dit, mais je vais peut-être faire des petites recherches par la suite. Fait que je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Gabrielle. Moi, j'ai envie de vous demander à tous les quatre, je vais me permettre, même si vont me gronder les autres co-organisatrices, de prendre 3 minutes de plus. Même si on a pris un peu de retard, ce n'est pas notre faute, donc on va y aller. Mais tout simplement, donc, avec vous quatre, on fait une sorte de portrait magnifique, que ce soit les territoires, que ce soit la coopération, que ce soit l'économie verte, le développement territorial, et que ce soit aussi le savoir-être et le rapprochement culturel, Gabriel, que tu rajoutes à la liste de ces panels, comme moyen, je dirais, comme pont de rapprochement entre aspiration, mode de vie des jeunes autochtones et marché du travail. J'ai envie de vous provoquer à tous les quatre et vous poser une question. Et c'est jusqu'à où on peut aller. On est dans une économie globalisée, on parle d'un marché du travail qui parfois se fait basculer aussi par d'autres marchés du travail, par d'autres pays, d'autres économies, d'autres régions, d'autres États, même au Canada. Donc,
jusqu'à où on peut aller avec cette ambition de mobiliser le territoire, de mobiliser la coopération, jusqu'à où on peut développer l'économie, les marchés du travail dans ces rapprochements? Est-ce que je vous invite tout simplement à... Vas-y, Gabriel, tu commences. Ben, j'ai oublié toute la question assez rapidement, c'est pour ça que je me suis dit, je vais aller tout de suite. Ben, en fait, moi, je trouve que les initiatives comme, mettons, on m'a invité dernièrement à aller dans le Sénat, puis moi, je connais pas ça, je vais faire mes recherches, mais je pense que c'est de valoriser aussi les gens qui s'impliquent, parce que quand tu valorises quelqu'un, ben, il va y aller au plus loin qu'il peut, puis je pense, moi, à chaque fois qu'on me remercie quelque chose, puis surtout aux aînés qui me remercient via Internet, c'est drôle, mais ça fait du bien. Puis je pense que c'est par le rêve, parce qu'on dit souvent, on a des limites de financement, on a des limites de ci, de ça. Ben, au centre de ce que je travaille, ben, on se dit tout le temps en équipe, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. Si on peut le faire ensemble, je pense qu'on va aller plus loin. Puis je pense que c'est un bon exemple, lui, que j'ai donné, c'est la marche pour Justice pour Joyce, de souligner la solidarité des Premières Nations, puis n'importe d'où est-ce qu'on vient. Tout le monde était présent, il n'y a personne qui a fait de vacarme, puis tout le monde était là pour aider tout le monde, même les gens chez Roland. Fait que c'est merveilleux, puis je pense ça fait juste nous rappeler de la magie dans les communautés. Même si moi je suis sortie, ben, je pense souvent à ce qui pourrait se faire en communauté, qu'est-ce qu'on fait en milieu urbain. Fait que je pense que c'est de valoriser nos gens, valoriser un peu tout le monde qui contribue à sa façon. Ça va jamais mener un court chemin. Je pense qu'on va aller plus loin encore avec ça. Merci, Gabriel. Je suis d'accord avec toi. Et il faut afficher plus souvent des gens comme vous, des modèles. C'est sûr qu'il y a plus de monde qui aurait reproduit, en tout cas, certains modes de faire. Karine, je pense que tu avais ouvert ton... Ouais. Oui, ben si je peux me tenter en 3 minutes. En fait, moi, il n'y a pas de limite. Hein. Mon côté entrepreneur me dit, moi, the sky is the limit. Mais c'est ça, c'est pas sans défis, obstacles et de choses. Moi, quand je me base sur les principes de la coopération ou de l'entrepreneuriat collectif, par exemple, on s'inscrit dans une dynamique, hein, on s'inscrit aussi dans un écosystème. On peut pas, oui, on peut porter un projet puis avoir nos intentions, nos buts, notre mission, mais on est notre projet ou notre entreprise, elle est dans un environnement, hein, dans un écosystème. Donc, il y a une dynamique qui s'inscrit. Il y a quand même des apprentissages à faire, hein, à apprendre à la mécanique d'une entreprise, par exemple, ou d'un projet. Fait qu'il y a des éléments, mais ce que j'aime beaucoup dans le modèle coopératif ou l'entrepreneuriat collectif, les choses de faire ensemble, ça permet d'ouvrir ben oui, les relations interpersonnelles, mais beaucoup un apprentissage ouvert à l'apprentissage, c'est-à-dire ouvert à la transmission, où tout le monde peut se développer, peut acquérir une autonomie, peut apprendre sur le fonctionnement démocratique. Exemple, il y a des études qui parlaient des coopératives autochtones qui c'était comme des écoles. Ça devenait des écoles d'implication, d'engagement, de mobilisation. Puis c'est pourquoi que j'ai beaucoup adhéré, pourquoi j'ai choisi la formule coop, nous, dans le fond, quand on a créé. C'est ce potentiel-là, oui, de réaliser des choses, oui, de mener des projets, mais c'est surtout justement l'approche, les valeurs, puis cet élément-là de formation, de transmission, où chaque membre peut se développer, s'il le veut, à différents tâches ou travail que le modèle coopératif peut amener. Puis, bien entendu, ce que j'aime, nous, dans notre coop, c'est comment on intègre justement ces savoirs-là traditionnels et qu'on actualise ou qu'on refait vivre, en fait, dans notre façon de faire. Puis comment malgré, les bases légales, c'est pas nous qui avons les lois, là, mais on essaye le plus d'exprimer notre identité malgré certaines contraintes mécaniques de l'économie en sens large, de faire des affaires. Mais on a le goût de changer ça un peu, là, ou modifier ça, en fait.
Merci, Karine. Adam, Magali, est-ce que vous avez envie de Moi, dire je dirais, Maria, que tous les projets sont, je dirais, ont des tendances authentiques. Là. Moi, pour avoir travaillé sur plusieurs projets, l'authenticité de ces projets-là peut aller soit du local, soit du régional, du provincial, au pays, puis même à l'international. Comme Karine dit, aucun projet n'est pas voué à être à l'international tant que l'authenticité puis le respect là, des valeurs de chaque communauté sont respectés dans le cadre de l'entreprise. Je pense qu'on a tout intérêt à prendre la place qui nous est donnée, puis puis il y a des opportunités. Nous, depuis une couple d'années à Wemontachi, on essaie d'être le plus opportuniste possible. On est déjà prêt aux relances post-COVID. On a déjà envoyé des documents là, du plan de relance économique aux 2 paliers gouvernementaux. On a déjà des rencontres. On est déjà d'avance, ce qui n'était peut-être pas le cas avant, mais je crois que les cultures de chacune des nations qui représentent le Québec est authentique. Ça peut les amener, comme disait Karine, the sky is the limit. Merci beaucoup. Magali, dernier mot du panel? Ben écoute, je ne sais pas si j'ai quelque chose de plus à dire que Karine, Gabrielle et Adam. C'était très bien dit. Moi, je pense aussi que la question des initiatives locales, c'est souvent là où il y a le plus d'innovation, qu'on soit dans une économie globalisée ou non. Je pense que c'est toutes ces initiatives-là dont on vient juste de parler qui ont de l'importance et qui ressortent en fait. Magnifique. Donc, merci pour ce beau portrait. Il y a plein de nouveaux. On avait listé 4, on a des 8, je pense. Si on rajoute à l'économie sociale, la coopération, des modèles, des écosystèmes, de l'authenticité, j'aime beaucoup ce mot, Adam. Et clairement, l'innovation, parce que je pense qu'il n'y a pas seulement occupé la place, mais elle a changé de place, plus largement de la part des principes, des modes de fonctionnement qui sont ceux qui peuvent porter les jeunes autochtones aussi, donc comme jeunes et comme autochtones. Donc, merci beaucoup, 4. Et donc